Bonjour, donc je vous emmène sur un autre terrain, plutôt un autre espace, puisque je suis géographe, et en fait c'est les 1001 entrées des études de genre, et je vais essayer de vous présenter une synthèse de mon travail, de notre travail collectif, en partant de cette question, à toujours c'est la ville faite pour les garçons, ou une ville faite pareil pour les hommes. Et là, je vais essayer de vous montrer comment, finalement, cette emprise inégale des femmes et des hommes sur l'espace, eh bien, elle se construit très tôt. Alors, le travail que je fais a été l'issue d'une série de recherches menées avec toutes sortes de collègues, Marie-Christine Bernard-Rome, Edith Margus, Magali Bakou, Sylvie Héral aussi, sur la partie notamment des garçons, avec des enquêtes. Nous avons eu la chance d'avoir été suivis par la communauté urbaine de Bordeaux, devenue métropole, et la ville de Bordeaux, mais ensuite avec des études faites un petit peu partout en France et un petit peu aussi récemment sur le sport à Genève. Alors, l'hypothèse qui se dégage depuis 15 ans de recherche, qui est plus qu'une hypothèse, eh bien, c'est que les budgets publics destinés aux loisirs des jeunes avantagent les garçons et encouragent leur appropriation de l'espace public. Alors, d'abord, je reviens sur des recherches et puis des documentaires ou des documents que vous pourrez trouver assez facilement en ligne qui montrent comment, dès la cour de récréation, et je vois que finalement, ce que montrait Isabelle Collet ce matin, c'est que l'école est un lieu important, parce que c'est un lieu de fabrication des rôles de genre, et puis c'est un lieu où on peut également observer des microcosmes, la façon dont garçons et filles et les autres s'organisent sur l'espace. Alors on a ce petit documentaire Espace d'Éléonore Gibert, qui est tout à fait remarquable. C'est un entretien d'une vingtaine de minutes avec une petite fille qui dessine la cour de récréation. Et en dessinant la cour de récréation, eh bien, la première chose qu'elle indique, c'est le terrain de foot au milieu de la cour de récréation. Et à partir de ce terrain de foot central, elle explique comment eh bien, les filles sont obligées de vivre en périphérie de ce fameux terrain de foot. Terrain de foot qui est occupé, elle dit d'ailleurs même colonisé, c'est ce qui est assez intéressant, par ces garçons qui transgressent les règles, puisqu'à la sortie de la cour de récréation, ils n'attendent pas qu'on leur donne l'autorisation pour foncer sur le terrain. Ils jouent sur ce terrain également avec un instrument particulier qui est le ballon. Un ballon, ça roule et c'est pas fait pour s'arrêter aux lignes, puis ça fait pour rouler au-delà des lignes. Donc c'est un terrain qui est marqué par des limites, mais qui en fait envahit aussi la totalité de l'espace. Et en dessinant cette tour de récréation, eh bien, elle indique de façon assez précise comment il y a très peu d'espace pour les filles à cause de ces terrains et comment du coup les filles finalement vont utiliser des jeux, vont être contraints à utiliser des jeux qui occupent moins d'espace. C'est-à-dire qu'on va leur donner des cordes à sauter, des balles, toutes sortes de choses qui tiennent peu d'espace, dans lesquelles elles seront dans un cercle restreint, alors qu'effectivement cette centralité des garçons, eh bien, invasive, va occuper les 3/4, voire les 4/5 de l'espace. Elle montre également comment il est difficile, même quand on est conscient, de s'intégrer dans ce jeu des garçons, que même si les filles ont envie de jouer au foot, eh bien, elles ne sont pas très désirées sur le terrain, et que quand elles y arrivent, on ne leur fait pas forcément la passe, et de ce faisant, eh bien, elles n'ont pas les performances nécessaires pour acquérir ce centre. Cette cour de récréation nous montre aussi les spatialités qui se construisent, c'est-à-dire des garçons qui prennent l'habitude de percuter, de s'imposer, d'occuper le centre, et puis des filles qui apprennent à esquiver, à passer sur les côtés et à se contenter des espaces périphériques. Donc là, ces travaux qui sont connus, notamment les travaux d'Edith Margus, eh bien, concluent que finalement montrent comment cette hégémonie masculine sur la cour, elle construit dès le départ finalement des spatialités différentes des filles et des garçons et des façons d'occuper des espaces différentes où on retrouve les filles en périphérie, l'apprentissage des spatialités, tenir moins de place, éviter le centre, esquiver plutôt que percuter. Et puis également, eh bien, immédiatement, on voit que ces rôles qu'on pourrait penser inscrits, c'est-à-dire que d'une certaine manière, on pense toujours que ces habitudes sont prises et qu'elles font partie de l'habitus des filles et des garçons. Et ce qui est intéressant, c'est que dès qu'on enlève les dispositifs qui organisent cette occupation de la cour, cette jouabilité de la cour, eh bien, on se rend compte que ces rôles changent immédiatement. Donc là, c'est le cas effectivement d'une expérience qui a été renouvelée à maintes exemplaires, qui s'appelle la boîte à jouer, qui consiste à faire une cour de récréation sans ballon et avec des jeux qui ne fonctionnent pas comme ce que nous appelons des opérateurs hiérarchiques de genre, c'est-à-dire que ce sont des jeux qui sont, on pourrait dire, neutres. Donc dans cette boîte à jouer, qui est une espèce de container, on va trouver des cônes de chantier, un clavier de machine à écrire, un fauteuil roulant, un fauteuil handicapé.
ou des cartons, des tuyaux pour voilà. Et en ouvrant cette boîte à jouets, eh bien, on voit immédiatement se mettre en place des coopérations improbables. Une petite fille qui pousse un grand garçon dans un fauteuil roulant, puis après il change de rôle, ou bien une grande fille qui parle avec un petit garçon dans un tuyau, et qu'on voit à ce moment-là que les jeux, selon les jeux qui sont donnés, eh bien, ces jeux eux-mêmes permettent aux enfants de traverser les frontières de genre et de ne pas rester dans leurs stéréotypes, ce qui montre bien que ces stéréotypes ne sont pas aussi ancrés qu'on le croit, et qu'il suffit de penser finalement au dispositif qu'il y a autour des relations filles-garçons pour pouvoir les transformer. Alors, les enquêtes que nous avons faites sont aussi matérielles, enfin très, très concrètes, puisque nous avons travaillé à partir d'un programme de recherche 2009-2012 qui avait permis le financement d'une thèse de doctorat sur la première opération de gender budgeting dans notre région, qui consistait à compter de façon extrêmement précise, la plus précise possible, le coût, la répartition filles-garçons dans les loisirs publics. Et on arrive à ce chiffre qui est un chiffre qui se vérifie un peu partout en Europe, mais qui stupéfie toujours les gens à qui on les annonce, c'est 3/4 des dépenses publiques profitent aux garçons, tous équipements et loisirs confondus. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a des loisirs, on le dira après, qui séparent les filles et les garçons. Il y a aussi des endroits où ils sont mélangés, les piscines, les médiathèques. Mais si on regarde point par point, dans la vie associative, dans les services publics, les services municipaux, eh bien, on se rend compte qu'on retombe toujours plus ou moins sur ce chiffre, entre 70 et 80% de budget qui profitent aux garçons. Alors ça se passe d'une façon assez simple, c'est-à-dire que, comme on sait, par exemple qu'en France, l'école était non mixte jusqu'à 1975, et il y avait à peu près 30% de filles dans les bachelières, et il a suffi qu'il y ait eu la mixité pour que les filles rattrapent et dépassent les garçons. Et bien là, on a un phénomène qui n'est absolument pas contrôlé, ni même régulé, qui sépare de façon extrêmement radicale les filles et les garçons à partir de la 6e, et qui enregistre un décrochage des filles. Alors ça, c'était une hypothèse intéressante, c'est-à-dire qu'on a beaucoup travaillé sur le décrochage des garçons, notamment des garçons de milieu populaire de l'école, en montrant comment ils décrochaient de l'école. Eh bien, c'était reprendre aussi ce terme du décrochage pour analyser comment les filles décrochaient de l'espace public et décrochaient des loisirs dès la 6e. Et on y reviendra après. Deuxième élément qui est important, c'est qu'à partir de la 6e, enfin en tout cas, il y a cette création d'équipements de loisirs sportifs d'accès libre, tels que Skatepark City Stade, qui sont exclusivement occupés par les garçons. Alors quand je dis exclusivement, c'est-à-dire qu'ils sont à plus de 90% pour les garçons. On a tendance à penser qu'il y a beaucoup de filles sur ces espaces, parce que 3 ou 4 filles performantes nous donnent l'illusion de la mixité, mais dans les faits, dès qu'on compte, eh bien, elles sont très très peu nombreuses. Ainsi que des lieux de répétition et des scènes de musique amplifiée, musique actuelle, rock school smack. Et donc là, on voit que implicitement, eh bien, ce qu'on pourrait rapprocher de la notion de valence différentielle des sexes de la regrettée Françoise Héritier, eh bien, toutes les activités des garçons sont valorisées, paraissent importantes socialement, et finalement sont l'objet de la préoccupation des pouvoirs publics qui bénéficient sur ce point de vue de la neutralité et de la désignation des jeunes. On dit qu'il s'agit de canaliser les jeunes dans des activités positives, et toujours implicitement on pense que effectivement les jeunes qui posent problème, ce sont les jeunes garçons. Alors deuxième effet également de cette concrétisation de terrain et d'équipements très très nombreux, on le verra également dans l'animation socioculturelle, c'est qu'il fonctionne également sur l'alignement des garçons par rapport à un modèle, qui est plutôt le modèle du garçon viril et dominant. Celui qui est un peu peureux, qui a peur de prendre des risques, ne va pas sur un skatepark. Pour les terrains de sport, il faut être un minimum armé, en sachant que par ailleurs, si les garçons ne peuvent pas se valoriser en tant que garçons sur ces terrains, ils ont également les jeux vidéo, la musique, toutes sortes de possibilités. Il y a énormément de carrières possibles dans les garçons, de toutes sortes de possibilités de se réaliser. Néanmoins, les espaces qui sont publics et qu'on voit, qu'on va admirer, on va admirer les pirouettes des skateurs ou des cyclistes de BMX, eh bien, c'est une pirouette, ce sont des activités qui valorisent le muscle, le risque, et une forme très répandue, très populaire, très inscrite dans la représentation du garçon comme garçon viril et dominant. Ces groupes, ces lieux fonctionnent également, sont très efficaces à côté d'autres lieux pour créer l'entre-soi masculin qui n'existe pas à l'école. Donc là, on voit bien que dès que l'école est devenue mixte, eh bien, il y a eu effectivement une surenchère de propositions dans le sport, les cultures et les loisirs, de façon à recréer de la non-mixité entre garçons à l'extérieur,
de façon très subventionnée et de façon beaucoup plus subventionnée pour les garçons, pour les filles, qui permettent de créer ce modèle de la maison des hommes, c'est-à-dire de ce groupe d'hommes qui se construit finalement une identité collective, en même temps qu'une identité individuelle de garçon, dans la compétition, dans la loyauté au groupe, dans l'alignement sur le leader et dans l'exclusion de celui qui est efféminé et qui n'est pas une fille ou un homosexuel et qui est rejeté du groupe. Alors voilà un petit exemple aussi des travaux qui ont été faits cette fois-ci dans la thèse d'Edith Marvejols, donc Espace jeunesse et décrochage des filles. Donc on peut dire que l'ensemble du dispositif d'animation socioculturelle en France enregistre cette chute brutale des filles, à partir dans les lieux d'accueil de loisirs sans spécificité, c'est-à-dire maisons de jeunes, centres d'animation. Donc on voit que les filles sont déjà plus que 45% à 12 ans ou en 8-12 ans dans le centre de loisirs à la sortie de l'école. Et puis dès qu'il s'agit de fréquenter la maison des jeunes, on descend à 30, 33%, 39%. Alors après, d'autres études montrent qu'en plus, quand elles fréquentent ces centres, les filles l'occupent moins. C'est-à-dire qu'elles se retrouvent peut-être dans des activités qui leur sont très nettement proposées, c'est-à-dire comme la danse ou le centre ou le club initiative jeunesse, et que l'occupation de ces centres d'animation et ces maisons de jeunes est massivement celle des garçons qui occupent à la fois les salles mais aussi les alentours du centre d'animation. On peut dire qu'en France, mais c'est la même chose en Suisse, d'après les quelques sondages que j'ai, l'ensemble de l'appareil d'animation socioculturelle des adolescents s'intéresse aux garçons et non pas aux filles, ce qu'on retrouve également dans les départs en vacances, notamment départs en vacances subventionnés. On a vu ces dernières années chuter les colonies de vacances généralistes dans des chalets ou dans des lieux au bord de la mer qui appartenaient aux villes. Ces centres ont souvent fermé, ont été remplacés par des séjours courts, souvent à but social, et dans lesquels massivement ce sont les garçons qui partent en vacances et pas les filles, puisque c'est de la prévention, et donc on pense toujours qu'il faut s'occuper des garçons parce que c'est eux qui posent problème. Donc là, on voit bien que aussi cette polarisation sur les garçons, et qui effectivement, que l'animation socioculturelle, l'éducation populaire, en ne nommant pas les filles et les garçons en disant que ce sont des jeunes, finalement, ne réalise pas que ce travail finalement, est un travail qui participe également à séparer les sexes. Voilà. Donc voilà la présence, quelques figures de présence aux vacances scolaires sans hébergement. On voit la chute dans une commune, une commune de la région de Bordeaux. Et on voit que les filles, à partir de l'adolescence, quittent les centres de vacances, les vacances scolaires sans hébergement et également les séjours. Alors, quand nous montrons ces chiffres aux élus, aux responsables, aux éducateurs, aux éducatrices, par des entretiens, on a, là effectivement, ce n'est pas strictement les entretiens que j'ai répercutés, parce que ça aurait été un peu long, mais c'est finalement les réflexions synthétiques qu'on peut entendre. Et la première, c'est qu'il faut s'occuper d'abord des jeunes qui posent problème, qui décrochent de l'école, et évidemment, implicitement, ce sont les garçons. Canaliser leur violence dans des activités positives. Donc ça, c'est quelque chose, dans les recherches que nous avons pu faire sur l'éducation populaire au XXe siècle, on voit que dès le début du XXe siècle, le souci, c'est de s'occuper de ces jeunes, les Apaches ou d'autres qui sont dans les quartiers, en les emmenant à l'extérieur, faire du scoutisme, ou bien encadrer les jeunes travailleurs qui ont moins d'heures de travail à la suite d'un certain nombre de lois qui limitent le temps de travail en leur organisant des activités sportives, mais que jamais les loisirs n'ont été organisés par les femmes, puisque l'égalité de la femme et des hommes se passe dans l'égalité un peu dans le travail, mais les femmes sont supposées avoir assez de choses à faire pour ne pas avoir besoin qu'on s'occupe de leurs loisirs. Eh bien, c'est un pensée historique, il continue à être très vivant dans la tête de nos élus, nos éducateurs et nos éducatrices. Alors on attribue évidemment aux filles leur retrait, les filles sont plus mûres, elles savent s'occuper, elles réussissent mieux à l'école. Donc là, après avoir réussi à l'école, on leur attribue cette réussite pour expliquer qu'elles n'ont pas besoin du coup de jouer, puisque effectivement comme elles réussissent à l'école, elles n'ont pas besoin de jouer à l'extérieur, alors que pour les garçons, comme le montrent les anthropologues qui travaillent sur les garçons, François Héritier, il faut leur donner plus à manger, leur donner plus à jouer, leur donner plus d'activités. Et donc on voit bien comment le partage, finalement, l'école a fait partie de ce nouveau partage, comme le montrait Isabelle Collet ce matin, donc l'école pour les filles, et la vie et la vraie vie de l'extérieur pour les garçons. Le sport, le rock, le hip-hop, le graphe, le skate, important, expressif, valeur sociale positive. Donc là, on voit bien aussi cette valence différentielle des sexes appliquée aux loisirs, où le twirling bâton, la gym, la danse classique, la chorale, le poney, c'est pas important, ça peut mettre un gars ridicule, associé à des stéréotypes sexistes.
Donc là, on voit bien aussi que chaque fois que dans les loisirs comme dans les métiers, eh bien, il y a des métiers qui sont importants, des gros objets, des choses importantes, et puis d'autres qui sont du loisir anecdotique ou sérieux. Alors sur ces stéréotypes de sexe, eh bien, la neutralité du langage fait qu'on considère que les loisirs importants, rock, hip-hop, graph, skate, eh bien, sont porteurs de valeurs sociales positives, mais qu'on ne les attribue pas aux garçons. Par contre, certaines personnes que nous avons en entretien, élus ou responsables, eh bien, soulignent que la danse classique, la gym rythmique et sportive, eh bien, c'est mauvais pour les filles parce que ce serait lié à des stéréotypes de sexe et que ça renforcerait effectivement l'aspect féminin et dominé. Et donc, on voit bien que cette lecture aveugle, finalement, des hiérarchies et des activités, eh bien, attribue encore plus aux filles les raisons de leur exclusion. Donc là aussi, on voit bien, dans la presse, dans les entretiens, la fille sportive et rebelle, un modèle positif, et le garçon danseur ou choriste, un modèle négatif de l'efféminé. Donc, à la séparation filles et garçons, eh bien, il se surajoute eh bien, cette valeur différentielle des activités qui classe les filles et les garçons dans des catégories anormales ou autres. Alors, si on interroge les filles, évidemment, vous n'avez que quelques bouts d'entretien. Eh bien, qu'en disent-elles? Eh bien, elles disent ma mère ne veut pas que j'aille le soir au gymnase. Elle dit que maintenant que je suis grande, c'est pas prudent. Donc là, les raisons objectives du décrochage des filles ne sont pas qu'elles préfèrent les devoirs, l'aide aux devoirs ou le shopping, mais c'est que bien qu'elles aient envie d'aller sur le terrain des garçons, eh bien, des difficultés s'accumulent. La difficulté de trouver une activité, puis aussi la difficulté de l'autonomie, avec notamment cette intimidation de l'espace public, c'est-à-dire le danger de l'espace public. Alors, autre intimidation, avant j'allais aux vacances de la Maison de Jeunes et de la Culture, j'aime bien le sport, mais j'ai arrêté parce que j'étais toute seule. Donc effectivement, ce décrochage des filles s'amplifie, et de plus en plus, les garçons vont prendre l'habitude de ne pas laisser la place aux filles, sous prétexte peut-être de performance, mais en tout cas pour garder effectivement ces loisirs pour eux qui leur semblent légitimes de consommer entre eux. J'aurais voulu continuer l'équitation, mais c'était trop cher, les concours et tout ça. Donc là, on a bien aussi quelque chose qu'on a pu retrouver sur d'autres enquêtes, c'est-à-dire que plus le décrochage des filles s'affirme, plus les activités qu'on leur propose, enfin qu'elles peuvent faire, non pas en mixité, mais entre elles, par défaut, eh bien, sont des activités qui vont être payantes et chères. C'est-à-dire que souvent, dans les analyses, la musique, et notamment les musiques actuelles, qui sont les musiques des garçons, sont gratuites, les locaux sont mis à disposition. La danse, eh bien, souvent, est peu subventionnée ou relève du privé. Donc l'équitation, un sport de filles, en France il y a 800 000 filles qui font 800 000 licenciés, dont 700 000 filles, eh bien, est passé à la TVA, c'est un des premiers sports de filles, c'est-à-dire qu'on a pensé que c'était des organisations privées, non seulement non subventionnées, mais à qui a été accolée la TVA il y a 5 ans. En même temps, là même pratiquement à quelques semaines, on exonérait l'euro de football de TVA de façon à favoriser l'économie. Vous voyez cette vision genrée qu'on peut avoir du sport, qui revient toujours, à savoir que chaque fois que c'est des activités masculine, mais qu'on ne dit pas masculine, c'est important socialement, ça crée de l'économie, ça crée de l'émulation, ça crée de la cohésion sociale, et donc on va donner beaucoup d'argent. Et puis par contre, eh bien, les loisirs des filles, et c'est pratiquement une régularité, sont peu subventionnés. Je faisais du twirling bâton, je crois que vous avez ça en Suisse aussi, c'était les majorettes, des variations sur ces activités qui consistent à marcher, à faisant tourner un bâton, faire des évolutions, c'est proche de la gymnastique. Et donc là, j'assistais comme expert à une réunion d'une collectivité départementale où il y avait la question des subventions. On avait commencé à travailler sur le gender budgeting et où il y a une levée de bouclier contre le twirling bâton. Et du coup, il apparaissait dans les statistiques pourtant que les filles étaient beaucoup moins subventionnées ou 3 fois moins subventionnées que les garçons. Et pourtant, l'ensemble des élus présents voulaient supprimer la subvention au twirling bâton. Et les raisons étaient que c'était ringard, démodé, que c'était pas cette image-là de la femme qu'on voulait donner. Mais parallèlement, on était d'accord pour subventionner le hip-hop, c'est-à-dire voir tourner des garçons sur la tête, bien faire des acrobaties, c'était socialement important, mais voir défiler des filles avec un bâton, c'était ringard, ridicule, démodé. Et donc là, on voit bien qu'à chaque fois, non seulement les filles sont isolées, on ne leur propose pas vraiment de mixité, elles sont isolées dans des activités qui correspondent à un entre-soi et pour lesquelles elles ont beaucoup de plaisir à pratiquer, mais on va leur dire après que c'est pas intéressant, que c'est pas important, ou que c'est privé, et on se retrouve avec ce type de réaction. Et puis également, eh bien, il y en a un qui l'a su, il n'arrêtait pas de m'embêter avec ça. Donc là, la police de genre se met en place aussi, un garçon qui fait de l'équitation, pourtant l'équitation c'est
c'est ce que faisaient les chevaliers ou les laboureurs, hein, c'était des activités de garçons. Mais du fait que c'est devenu une activité de filles, un étudiant que j'avais en cours était venu me voir après en me disant « j'ai fait de l'équitation toute mon enfance, mais jamais je l'ai dit à l'école parce que j'avais peur de passer pour une fille ». Donc on voit bien comment ces activités sont des marqueurs. Hein, aujourd'hui, un garçon qui fait de la flûte traversière ou de l'équitation est en danger, enfin peut avoir du stress d'avouer son activité par rapport à ses camarades. Et donc là, on voit bien comment cette valeur différente donnée aux activités des garçons et des filles joue comme une pression, hein, qui peut être même angoissante et stressante pour les uns et pour les autres. Alors, genre et sport, hein, ces inégalités budgétaires se retrouvent dans la pratique du sport à l'âge adulte. 70% des subventions aux associations sportives hors équipement profitent aux hommes. En même temps que les empêchements s'accumulent pour les femmes, l'offre s'amenuise pour elles. C'est-à-dire que là, dans les études que nous avons faites à Bordeaux et à Genève, eh bien, on voit bien que les femmes, par exemple, qui déménagent et qui arrivent dans une ville, eh bien, vont avoir beaucoup de mal à trouver une activité proche de leur domicile qui corresponde à leur choix. Par exemple, si elles ont fait du foot féminin ou du basket, eh bien, il est possible qu'il y ait très peu d'équipes engagées, et qu'elles soient à l'autre bout de la ville, et donc elles vont se reconvertir vers d'autres sports. Et ces autres sports seront souvent des sports pratiqués en pratique libre, hein, et qui correspondent souvent à des empêchements familiaux, hein, et qui consistent à aller à la salle de gym payante ou bien à aller à courir sur des espaces libres, mais pas sur des terrains qui sont effectivement subventionnés, qui restent très majoritairement pour les hommes. Hein. Donc là aussi, quand on dit les subventions aux associations sportives, les services municipaux sont en général plus égalitaires, mais ils gèrent également d'énormes équipements sportifs. Et là, effectivement, l'addition est encore plus lourde. C'est-à-dire que si on intégrait l'entretien et l'amortissement des équipements sportifs, des grands équipements sportifs des villes sur les budgets attribués, eh bien, on aurait effectivement quelque chose d'assez calamiteux, hein, puisque les grands stades de foot, notamment les plus grands stades, eh bien, c'est 40 000 places, 39 000 hommes, hein, et donc il n'y a pas l'équivalent, évidemment, pour des pratiques sportives féminines ou mixtes. Alors le sport libre en salle est coûteux, hein, et puis le sport dans la ville, eh bien c'est sexisme et harcèlement de rue. Donc on voit bien aussi dans les témoignages, de temps en temps il y a un performeur masculin qui agresse ou qui viole une joggeuse, et du coup ça sert régulièrement de rappel pour dire attention, si vous êtes une femme, il est dangereux de faire du jogging seul, hein, et évidemment il est dangereux de faire du jogging seul dans les endroits où il est le plus agréable de courir, c'est-à-dire dans la forêt, dans la montagne, au bord du lac. Hein, et là, on voit bien comment les performances masculines, eh bien, interviennent pour limiter, hein, cette présence des femmes dans la vie. Alors, quelques conséquences de ces recherches. L'infériorisation des femmes dans le sport, mais c'est pareil dans la culture et les loisirs, donc je ne peux pas vous détailler, hein, les travaux qui sont faits sur la culture. La culture qui a l'immense plafond de verre, où le plafond de verre est très très fort, c'est-à-dire qu'alors que dans les activités culturelles, eh bien, on a à peu près artistiques, 50% de femmes, 50% d'hommes, eh bien, à partir de l'adolescence, déjà, il y a un décrochage, et puis certaines scènes sont privilégiées, et puis après, eh bien, on retrouve dans tous les domaines, même la danse, hein, cette hégémonie des hommes, hein, sur les ressources, c'est-à-dire que les salaires, les postes, etc., sont très très majoritairement occupés par les hommes, hein, comme le montre notamment pour la culture le rapport Rennes-Pratt, hein, qui date maintenant d'il y a quelques années, mais les statistiques de la SACEM, hein, la Société des auteurs en France, vérifient bien que 75 ou 80% des ressources de la culture, hein, bénéficient professionnellement et financièrement aux hommes. Hein. Alors, discrimination budgétaire, valorisation des pratiques masculines, tolérance avec le sexisme et la misogynie, hein, donc on le voit bien aussi sur ce débat sur la liberté de création artistique, hein, qui finalement je ne cherche pas trop à se poser la question, hein, sous prétexte de liberté artistique, de savoir quel est le contenu, qu'est-ce que dessine Gauguin, ou bien que décrit Pierre Loti, hein, pour un écrivain du XIXe siècle, qu'est-ce qu'il y a dans Nabokov, etc. Donc là aussi, chaque fois qu'on attaque l'œuvre d'art, eh bien, il y a quelque part cette réaction de dire mais c'est de la création libre, et qui effectivement fait partie aussi de cette pression, hein, comme celle qui consiste à admirer de façon systématique les sportifs masculins qui sont plus valorisés et qui effectivement infériorisent les filles, et puis qui font aussi passer, hein, sous le prétexte d'un certain niveau de notoriété, eh bien, on tolère le sexisme et la misogynie. Je ne résiste pas au plaisir de vous citer une citation de David Douillet, qui a été notre champion médaille d'or aux Jeux Olympiques de judo et qui était notre ministre des Sports, et qui disait
les hommes sont tous misogynes sauf les tapettes. Voilà, donc c'est une phrase qu'il a écrite dans son livre, etc. Voilà, donc là on voit bien, à part cette phrase condensée, condensée de sexisme et de misogynie, comment finalement des gens d'un certain niveau, d'une certaine carrure, que ce soit les artistes ou les sportifs, peuvent de façon libre arriver à imposer des normes qui finalement s'imposeront généralement. Alors peut-être on peut penser que les choses sont en train de changer. Occultation des violences de genre, donc là effectivement il ressort peu de violences dans le sport par exemple en ce moment, mais beaucoup de violences dans la culture, mais effectivement les affaires sortent les unes après les autres très difficilement, et si vous regardez les condamnations, eh bien les condamnations, les procès sont très très faibles. En général c'est les acquittements. Les harceleurs de l'Assemblée nationale chez nous sont acquittés, enfin il y a un non-lieu sur leurs affaires. Les violeurs de petites filles ils ont très peu ils ont 18 mois de prison avec sursis, je veux dire c'est quasiment rien. Vous voyez, Dominique Strauss-Kahn ou les autres n'ont jamais été condamnés, jamais poursuivis. Enfin bon, il y a toujours eu des non-lieux, en payant assez cher évidemment. Donc là aussi, cette occultation des violences de genre, eh bien, la crainte effectivement que du procès eh bien, joue plus sur la répétition que sur une crainte réelle de sanction, puisque la violence, notamment dans ces activités symboliques du sport, de la culture et des loisirs, sont extrêmement peu poursuivies. Alors, ça m'amène à la dernière partie de mon propos. Je regarde ma collègue qui doit me faire signe pour le temps, mais ça va. Bon. Donc voilà, c'est la troisième série d'études, et c'est aussi l'intérêt de ce travail, c'est de mettre en lien des corpus qui paraissent distincts. Et là encore, il faudrait montrer dans un travail plus long, comment ces corpus rejoignent également le langage, l'éducation. Donc je crois que c'est aussi des bouts d'un puzzle qu'on peut mettre en place. Eh bien, c'est ce travail dans une étude que nous avons fait qui s'appelait « L'usage de la ville par le genre » avec une ethno-urbaniste qui s'appelle Marie-Christine Bernard-Haume. Et donc là aussi, on a eu un peu d'argent pour la recherche, pour une fois, donc c'est utile. Et donc on a pu reprendre tout le travail d'une enquête INSEE qui avait été faite en 2009-2010 sur les mobilités ménages. C'est-à-dire que 6000 familles, foyers avaient été interrogées pour savoir qui prenait la voiture, comment on y allait, quels étaient les déplacements à pied, en vélo, etc. Et donc là, on voit bien, on a vu apparaître à travers cette mobilité, et non pas simplement dans une enquête sociologique sur les modes de vie, simplement sur le fait en disant est-ce que vous allez, où vous allez et comment vous y allez, à pied, en voiture, en bus ou en vélo, et bien de voir comment se déplaçaient les gens dans la ville. Et donc on retrouve bien finalement une structure inégale de la société, c'est-à-dire notamment sur ce plan important, c'est que les femmes font les 3/4 des tâches domestiques, là on l'avait par le déplacement, c'est-à-dire je prends ma voiture pour aller faire les courses à l'extérieur, et surtout des accompagnements, c'est-à-dire que 75% des... Excusez-moi pour ce chiffre de 75%, mais il revient de façon un peu permanente, entre 70 et 80, souvent dans les inégalités, eh bien 75% des accompagnements sont le fait des femmes, c'est-à-dire qu'elles accompagnent plus que les hommes leurs enfants, mais elles accompagnent aussi les personnes âgées, les voisines, elles ont souvent du monde dans la voiture, ou les enfants des voisins. Donc par exemple pour l'école, on voit bien que on peut avoir une statistique un peu plus équilibrée, 40% d'hommes et 60% de femmes qui accompagnent les enfants, majoritairement dans un couple. Mais quand on voit les accompagnements des hommes, ils accompagnent le matin, par exemple, c'est très classique, mais ils ne vont pas chercher les enfants le soir, puis ils ne les amènent pas chez l'orthophoniste, à l'anniversaire, à l'école de musique. Et donc, au bout du compte, à la fin de la semaine, on a quand même un décalage très très grand dans ces accompagnements. Alors, pourquoi ces accompagnements nous ont intéressés ? Puisque la ville vertueuse, aujourd'hui, c'est une ville sans voiture. Et donc, quand on dit qu'il faut avoir une ville sans voiture, qu'est-ce que ça suppose pour cette partie de la population qui passe son temps à accompagner la grand-mère à l'hôpital, la voisine quelque part, et puis les enfants dans leurs activités. Alors, elle participe peu à la vie politique. Ce qui était intéressant aussi, c'est qu'on a fait un organigramme assez précis des sexes des personnes qui étaient importantes dans la ville, dans la construction de la ville. Donc là aussi, alors qu'on est à une majorité de filles maintenant dans les écoles d'urbanisme, et même dans les écoles d'architecture, eh bien tous les responsables, les grands architectes qui gagnent les concours pour la construction de la ville sont quasiment toujours des hommes. Je vous défie de citer une grande architecte femme, donc il y en a une ou deux, mais je ne vous ferai pas l'injure de faire le quiz, mais la plupart des grands monuments sont construits par des hommes. Et on les retrouve également au poste décisif de la ville, c'est-à-dire tout ce qui est aménagement du territoire, grands aménagements, transport, mobilité, les schémas de transport urbain sur la voirie, les déchets, etc. Tous les cadres, tous les responsables de la ville, eh bien, ce sont des hommes, quoi.
Donc tous ces architectes urbanistes qui construisent la future agglomération sont des hommes. Et puis troisième élément qui caractérise les femmes, c'est qu'elles se sentent en insécurité la nuit et adaptent leur comportement en conséquence. Donc là, c'est tout le travail qui a été fait, donc un peu partout maintenant en Europe, et qu'on avait commencé déjà en 2010-2011 sur l'aspect systémique du harcèlement de rue, comme du street harassment, qui effectivement montre comment cette performance qui consiste à mater les filles, les regarder, les évaluer, les siffler dans la rue, eh bien, participe d'un système d'appropriation de la ville par les hommes et surtout d'objectivation comme objet sexuel des femmes, avec cette double définition. Une femme dans la ville, eh bien, elle est soit une femme qui est belle et qu'on siffle, etc., soit une femme qui est occupée par ses tâches d'accompagnement. Et effectivement, femmes et hommes ont beaucoup de mal à être des individus comme les autres, neutres dans la ville. Alors cette insécurité, bien qu'il n'est pas du tout fatale, eh bien, on commence à se rendre compte qu'il est possible de lutter contre ce sentiment d'insécurité qui est vraiment un facteur de discrimination extrêmement important dans la ville. Dernière étude qui est cette année, donc la ville durable creuse-t-elle les inégalités, donc là, on a fait un travail systématique, d'une part avec des enquêtes en ligne, donc 6000 réponses sur la ville de Bordeaux, et puis ensuite, deuxièmement, sur des entretiens par groupe focus, et troisièmement, par des observations et comptages que j'ai fait avec des étudiantes et des étudiants qui étaient un peu rémunérés, donc là aussi, ils avaient un petit peu d'argent. Je dis toujours la question de l'argent parce que c'est quand même important aussi, c'est-à-dire que plus effectivement on a des moyens pour travailler, plus on peut avoir des résultats extrêmement concrets et qui peuvent transformer les choses. Il faut savoir que dans l'urbanisme, s'il s'agit de faire de la planification urbaine, on peut avoir 50 000 ou 100 000 euros pour des études très facilement, alors que pour des études sur genre et ville, eh bien, il faut vraiment s'arracher pour avoir 5, 10 000 ou 20 000 euros. Donc là aussi, on voit bien le fait qu'il y a des grands sujets, ces sujets sont évidemment neutres et souvent des sujets qui occultent l'hégémonie des hommes dans l'espace public, et puis des petits sujets. Donc là aussi, bien, le but, c'est d'amorcer des budgets pour travailler sur ces sujets. Alors, l'étude montre que 2013, on avait déjà un premier sondage qui avait été fait par une étudiante en master, sur 2 années de master, qui avait compté le vélo, Floriane Ulrich. Donc 2017, on a repris les mêmes lieux pour voir si ça avait changé, et puis pris d'autres lieux échantillons, en comptant les femmes et les hommes à vélo, et puis également toutes sortes de choses qu'on n'avait pas observées la première fois. C'est-à-dire les vêtements, comment est-ce qu'on fait du vélo, avec quels vêtements, est-ce qu'il y a un siège bébé sur le porte-bagages, quel type de vélo, mais aussi est-ce que les bagages, par exemple, oui, il apparaît, bon, ça vous en doutez, que le maximum de sièges bébés sont de vélos conduits par les femmes, mais qu'elles portent en moyenne 2 fois plus de paquets que les hommes. Enfin, pas en moyenne, elles portent 2 paquets quand les hommes portent un paquet, et souvent un paquet quand les hommes en portent 0. Donc elles sont plus chargées que les hommes. Et puis également, sur les trajectoires et les comportements, c'est-à-dire les cyclistes qui traversent la place en diagonale ou qui font le tour. Et donc là, c'est très amusant, un peu triste aussi, que ce soit pour les piétonnes, pour les cyclistes, de voir que la configuration de la cour de récréation reste la même dans cet espace public de façon permanente, avec des contournements féminins majoritaires et puis la traversée en diagonale ou le stationnement au milieu masculin. Donc l'enquête aussi, donc on voit également quelque chose qui pour une fois est chiffré, parce qu'on dit toujours il n'y a pas de femmes la nuit dehors, ou bien on craint la nuit dans la ville, mais là on a compté sur une dizaine de places et de rues, par un système de caméras. Donc on a pris des petits films de 10-15 minutes, et après on a redépouillé en regardant et en comptant un homme, une femme, ce qui nous paraissait être un homme ou femme, ou celui qui se présentait comme homme ou femme. Il faut toujours avoir cette idée que la présentation de soi ne correspond pas, correspond pas au sexe, forcément. Et donc on voit cette chute des piétonnes, et que cette chute qui est encore plus importante si on considère le nombre de femmes seules dans la journée, le nombre de femmes seules la nuit. Et donc il y a aussi une manière objectivement de parler du droit à la ville et de montrer que ce droit à la ville n'est pas respecté à partir de chiffres qui sont tout à fait matériels. Travail sur le covoiturage, donc là je pourrais vous en dire quelques mots si vous me posez quelques questions. Et puis également le travail sur ces pratiques sportives dans la ville qu'on va continuer, puisqu'il nous apparaît que finalement ça fait partie aussi des problèmes qui peuvent être résolus par des solutions. Et les solutions, ça peut être aussi d'utiliser un certain nombre d'expressions dans lesquelles les femmes sont sous-subventionnées ou minoritaires pour reconquérir la ville. C'est le cas, par exemple, ce qu'on a fait avec l'adjointe au maire de Bordeaux, Ariel Piazza, sur des rondes
de coureuses dans la ville, autour de la ville, hein, et qui a consisté à partir de notre cartographie urbaine de l'absence des femmes dans l'espace public. Voilà, merci. De notre cartographie, voilà, elle m'a dit 10 minutes, donc je suis très au large. J'ai été trop vite du coup. Non, du coup, il y aura plus de temps pour le débat. Et donc, sur cette cartographie urbaine de l'espace public, on voyait bien que, par exemple, sur les quais de Bordeaux, qui sont aménagés, qui sont un espace très agréable, mixte, intergénérationnel, hein, qui craint assez peu hein, pour personne, eh bien, il y avait des barrières, des limites, hein, un pont à un endroit, un autre pont à l'autre. Et donc, eh bien, ces barrières correspondaient souvent, comme c'était le cas d'un bout des quais de Bordeaux, parce qu'il y avait eu l'implantation d'un parc des sports d'accès libre qui est occupé uniquement par des jeunes hommes hein, et qui effectivement sert d'une certaine manière de repoussoir hein, pour des raisons qui peuvent être identifiées aussi à des raisons sociales, puisque ce parc des sports a été conçu près d'un quartier populaire, là encore pour fixer les jeunes des quartiers populaires dans ce coin et quelque part de façon inconsciente à éviter qu'ils envahissent la ville. Hein, donc c'était aussi une ère de relégation. Et d'une certaine manière, ça a coupé les quais hein, et reconquérir effectivement cette ronde des quais, surtout avec la création d'un nouveau pont, eh bien, c'était aussi une performance régulière, une fois par mois environ, d'une ronde féminine où il peut y avoir, au début il y avait 50 femmes, maintenant il peut y en avoir 100, 200 quelquefois à la belle saison, hein, et qui symboliquement se réapproprient l'espace public en courant, accompagnés par le service des sports. Alors cette approche de la ville, on pourrait dire par le genre, hein, et je n'ai pas dit grand-chose de la géographie des homophobies, autre sujet sur lequel nous avons travaillé avec mon collègue Arnaud Alessandrin, hein, c'est-à-dire sur tous ces lieux hein, insécures pour les personnes lesbiennes, gays et bitrans, hein, et ces lieux qui créent l'homophobie ordinaire comme les terrains de foot. Hein, vous savez, le principal slogan des terrains de foot, c'est enculer l'arbitre et PD, etc. Donc on a bien la production hein, par l'insulte, gouailleuse, etc., d'une homophobie ordinaire dans des lieux précis qu'on retrouve sur tous les lieux où il n'y a que des hommes majoritaires. Hein, eh bien, elle se traduit par une production très importante en ce moment hein, d'innovation hein, sur la ville. C'est-à-dire que la ville d'autrefois, qui était une ville faite par et pour les hommes, cette architecture de dalles, avec les voitures en bas, en béton, avec les immeubles de bureaux dessus, et puis autour, un certain nombre de bars, etc., hein, et qui était vraiment fait, c'est ce que montre Lidwig Stimmers dans ses travaux sur la Hollande, hein, il y avait les veuves vertes qui n'avaient pas de voiture et qui vivaient à l'extérieur, et puis les hommes d'affaires ou les hommes qui travaillaient, qui avaient la voiture pour aller au centre-ville. Donc cet urbanisme des années 70, hein, qui est une catastrophe urbanistique au niveau de l'urbanité, eh bien, tente à être remplacé par une nouvelle version de la ville qu'on nous présente comme plus douce, c'est-à-dire une ville arborée, où il y a moins de vélos, avec des rues piétonnes, dans lesquelles on peut courir, flâner, prendre du bon temps. Et si on regarde le temps de vie des femmes, par exemple, la suppression des voitures du temps de ville, du centre-ville, eh bien, correspond, hein, dans les travaux qui ont été faits notamment à Montréal, eh bien, une augmentation du temps de vie des femmes, notamment cette partie majoritaire des femmes qui s'occupent des enfants, d'une demi-heure, 3/4 d'heure par jour. Donc là, ce qui a été gagné dans les tâches ménagères, finalement, est perdu dans les transports dans cette nouvelle ville durable. Et donc cette ville hein, dans laquelle on peut flâner, prendre du bon temps, eh bien, ressemble comme deux gouttes d'eau à une ville faite par et pour les hommes, hein, c'est-à-dire, et par contre, on nous la vend avec un prétexte très culpabilisant, anxiogène, en disant, mais oui, mais c'est contre les microparticules, tout à coup, on remobilise les microparticules, on dit, il y a le réchauffement climatique, on dit, il y a un certain nombre de dangerosités de la voiture dans la ville, et finalement, quelque part, sûrement c'est vrai, mais quelque part, ça construit une ville qui n'est pas forcément agréable pour les femmes, surtout, par exemple, si on analyse petit bout par petit bout leur pratique du vélo qui n'est pas évidente, ou bien le fait que la marche à pied dans la rue la nuit, ça craint, hein, et donc si on fait que des villes piétonnes, eh bien, qu'est-ce qu'on fait pour que ce soit moins craignos, puisque la voiture, ça servait aussi à se protéger dans la ville la nuit, hein, et de pouvoir se déplacer relativement de façon protégée. Donc, ce sentiment d'insécurité, nous insistons sur le fait que c'est une question technique d'aménagement, mais c'est aussi une question culturelle, hein, puisqu'effectivement, le travail sur l'aménagement de la ville eh bien, nous amène à nous interroger sur la décoration de cette ville, c'est-à-dire sur les statues qu'il y a depuis très très longtemps, hein, ces statues de femmes nues dans la ville où les femmes sont nues et tiennent le bas de la fontaine et puis les hommes sont en haut avec une barbe et des gros livres, hein, donc vous avez ça partout, ou bien cette représentation et cette continuité de représentation depuis 5 siècles, c'est-à-dire que
la femme nue dans la ville, hein, c'est une façon permanente de représenter la ville, agréable pour les hommes, et ça continue aujourd'hui évidemment avec les publicités sexistes, mais aussi quelquefois avec des performances artistiques faites par des hommes qui continuaient à valoriser ce côté de l'embellissement de la ville par les seins et les fesses des femmes. Voilà, donc on voit bien comment ces symboles sont extrêmement continus. Hein, il suffit de regarder une ville, hein, qu'elle soit ancienne ou nouvelle, pour trouver partout cette manie qu'ont eu les peintres masculins, les sculpteurs de mettre du nu partout, du nu féminin hein, partout, ou alors des phallus, hein, mais sous forme symbolique, installés également de façon permanente. Hein. Cette ville sexiste, eh bien, elle s'exprime également par évidemment la publicité, mais aussi par des choses toutes simples, c'est-à-dire l'affichage sur les opéras hein, des opéras qui sont les plus joués dans le monde. Alors peut-être que dans les 5 opéras qui sont les plus joués au monde, c'est pratiquement 3 sur 5 sont des meurtres de femmes. Un, c'est une histoire pédophile, suicide. Voilà, donc cherchez Carmen, Madame Butterfly, La Traviata. Hein. Et il existe 100 opéras les plus joués au monde et 90 opéras où il n'y a pas de meurtre de femmes. Mais on ne joue que les opéras où il y a des meurtres de femmes avec effectivement les affichages. Donc j'ai fait un petit travail aussi de documentation sur Carmen, par exemple, où on voit que plus ça va, plus le meurtre de Carmen qui se faisait au fond de la scène se fait maintenant devant la scène. Vous pouvez regarder, la dernière représentation était 2017, Roberto Alagna assassine sa partenaire, et je m'en veux de ne pas avoir son nom, il me faudrait des notes, qui est une chanteuse roumaine qui est excellente d'ailleurs. Et donc on la voit effectivement très décolletée, elle est sur le devant de la scène à plat dos, et il est à cheval sur elle et il la poignarde. Donc c'est une représentation qui était inimaginable il y a 20 ou 30 ans, hein, je veux dire. Donc là, on voit bien comment il y a également, comme il y a une surenchère de la violence, hein, qu'on peut revoir dans le rap ou dans d'autres pratiques, eh bien, il y a aussi une surenchère dans la violence, dans l'art en général, avec effectivement cet aspect fétichiste du meurtre de femmes qu'on retrouve également au cinéma, dans les séries télévisées, etc. Donc là, cette ville faite pareil pour les hommes, eh bien, l'indicateur fort est la prostitution. Donc là, il ne s'agit pas d'un discours abstrait sur la prostitution, mais simplement sur le fait qu'à partir du moment où une ville est une ville de prostitution, toute femme qui stationne dans la rue, en particulier la nuit, mais même dans la journée, peut être très facilement abordée ou risque d'être très facilement abordée par quelqu'un qui se demande si elle n'est pas prostituée ou si elle ne tente pas sa chance. Donc vous voyez que la spatialité hein, qui est représentée par la femme prostituée eh bien, correspond finalement à une image de la ville, cette ville qu'aimait bien depuis Villon jusqu'à nos jours, Baudelaire, les flâneurs urbains, André Breton qui suit Nadja dans les rues de Paris, ou bien, etc., etc. Vous trouvez toutes sortes de références Italo-Calvino avec les villes invisibles. On retrouve dans la littérature cette ville sexy, érotique. Hein. Venise était une très grande ville de prostitution, ou Amsterdam avec son quartier rouge, où l'urbanité de plaisir, agréable, la ville agréable, c'est une ville aussi où il y a des corps, hein, et notamment des corps à vendre. Donc là, on voit bien aussi que cette image de la prostituée hein, et de la prostitution, de la ville du plaisir, eh bien, colle à cette ville et finalement marque aussi la frontière, les frontières interdites pour des individus de sexe féminin qui se promènent dans la ville. Et puis également toutes ces cultures urbaines. Donc là aussi, chaque fois qu'on a une innovation, on pense le renouvellement, le dépassement des cultures précédentes par une nouvelle culture. Si on les réfléchit à l'aune du genre, on voit très facilement que ce sont, enfin assez fréquemment, même le plus fréquemment, que ce sont toujours de nouvelles versions de culture masculine, hein, de nouveaux habits de la domination masculine qui s'expriment. Et donc là, aujourd'hui, les cultures urbaines, ce qu'on appelle les cultures urbaines, ce sont des cultures qui sont essentiellement des cultures masculines, avec les graphes, les sports urbains, etc., etc. Donc voilà, cette ville hein, sur laquelle on peut s'interroger, eh bien, elle finalement, c'est un cadre hein, qui finalement conditionne la place des femmes et des hommes dans la ville et dans la société. Et on voit bien que comme on peut retourner la cour de récréation en changeant les jeux hein, de la cour de récréation, eh bien, on doit pouvoir également modifier pas mal la ville en changeant finalement peut-être cette manière d'aménager et de penser la ville, notamment sur cet aspect des loisirs. Merci beaucoup. Il faut que je garde le micro là. Je vais reprendre de là. Oui, bam. Voilà, merci beaucoup. Des questions ? Merci beaucoup.
J'aurais une question par rapport justement aux initiatives publiques-privées, justement en réponse à ce problème de la non-mixité des espaces urbains. Et on a vu plus ou moins récemment des initiatives plus ou moins malheureuses. Je pense par exemple à des wagons roses au Japon ou à São Paulo. Ou alors par exemple dans ma ville, à Lausanne, nous avons un événement sportif annuel qui est que pour les femmes, mais qui sont justement de création d'espaces de non-mixité et pas de remise en question de cette non-mixité. Et je mets ça en parallèle aussi avec quelque chose que je trouve beaucoup plus positif, mais que m'interroge aussi, c'est par exemple les slot walks. Donc les marches des salopes, oui. Donc, qui sont des initiatives militantes pour reconquérir l'espace public, mais qu'on reste dans l'espace de la non-mixité. Donc, quelle analyse vous faites de ces initiatives? Alors, c'est aussi pour ça, d'abord, si vous posez la question, mais je vais dire deux mots. Moi, j'ai une approche, finalement, mon approche dans la question du féminisme ou des positions féministes, c'est une approche masculine. Hein, c'est penser le masculin dans une perspective féministe. C'est pour ça que je m'intéresse finalement au phénomène de la domination masculine. Alors, dans le domaine, je préfère démarrer, moi, des questions de gender budgeting. C'est pour ça que je cherche en matériel et concrète. Parce que s'il s'avère que 70% des budgets des loisirs des jeunes vont aux garçons, il est hors de question d'exclure une quelconque initiative qui permettrait aux filles de faire du sport ou de la musique, hein, parce que l'objectif essentiel, c'est de rattraper finalement le niveau de pratique. On sait aussi que dans le sport, comme dans d'autres domaines, eh bien, la non-mixité peut être une étape qui permette aux filles de prendre de l'assurance. C'est par exemple ce qui a été fait dans la ville de Malmö en Suède et puis dans d'autres villes, où le skatepark, ils ont fait la même erreur que nous pour les skateparks et les city-stades. Ils se sont rendus compte plus vite que nous, parce qu'ils ont la culture de l'égalité, que c'était des espaces que de garçons. Et donc, ils ont décidé qu'une soirée ou 2 soirées par semaine, ces skateparks seraient non mixtes avec des animatrices, qui a permis aussi progressivement à un groupe conséquent de filles d'aborder les autres jours de la semaine. Et donc, on a vu des progrès nets dans la mixité à partir de cet espace de non-mixité. Ça rejoint effectivement, vous voyez, je fais le parallèle aussi avec les wagons roses ou les taxis roses. S'il s'avère que dans une ville, à partir de 8 heures du soir, il n'y a plus personne dans les wagons qui vont à l'autre bout de la ville, on se demande comment se déplacent ces femmes. Et donc, dans certaines villes, et de façon souvent transitoire, eh bien, il y a eu cette pédagogie qui consistait à dire aux femmes, vous pouvez prendre le métro, vous pouvez prendre le bus ou le tram, parce qu'il y a un compartiment pour vous. Et en général, ça n'a pas duré. Hein, c'est ce qui s'est passé à Sao Paulo. Mais ça s'était déjà passé à New York au début du siècle, au Japon, hein, comme le montre ma collègue Marion Tillous. Donc ça peut être des dispositifs qui consistent à ne pas à gérer un problème qui est réel et à ne pas finalement le refuser sous le prétexte de la mixité à tout prix. Et ensuite, enfin, dernier argument, quand on parle de la mixité, on ne s'interroge pas du tout sur les espaces non mixtes masculins qui sont extrêmement majoritaires. Et donc là, pourquoi est-ce qu'on accepterait que finalement des garçons soient uniquement entre eux, hein? Pourquoi est-ce que de façon presque systématique, on sépare les filles et les garçons dans leurs activités à l'adolescence, hein? Et voilà, ça c'est vraiment la vraie question. Donc j'espère avoir répondu de façon nuancée à votre question. Mais il est vrai que si effectivement dans le métro il n'y a plus une femme, il faut faire quelque chose obligatoirement, hein, sans que ça devienne un système de séparation des sexes. Voilà. Merci pour un petit peu reprendre le fil de cette réflexion, parce que j'ai trouvé très intéressant ce que vous avez pu exposer. Néanmoins, je remarque que la plupart des actions correctives qui sont proposées tendent à incider sur le comportement des femmes, soit des stratégies d'évitement, soit des stratégies de sécurisation d'un certain espace à certains moments de la journée ou du soir. C'est un peu aussi le fameux réflexe, toujours quand on est dans des questions de harcèlement, c'est-à-dire qu'on va mettre des mesures préventives autour des victimes, comme si c'était elles le problème. Moi, j'aurais aimé vouloir aussi connaître de votre part peut-être d'actions, de mesures qui pourraient incider plus sur celui qui finalement fait cette police des genres, celui qui harcèle, celui qui occupe de façon abusive cet espace. Quel type de mesures vous pourriez nous proposer ? Oui, alors c'est vraiment une excellente question. À la fois, on est dans une espèce d'injonction paradoxale, parce que d'un côté, il faut qu'il y ait de l'empowerment, c'est-à-dire que ce soit aussi
les femmes, les filles et puis également les populations LGBT qui soient rassurées, soutenues pour prendre en place l'espace. Après, on a travaillé avec beaucoup Sylvie Hérald sur le thème de la fabrique des garçons. Hein, c'est ce qui était le thème de son livre sur l'école, Sanctions et genre au collège, la fabrique des garçons. Et on a travaillé sur ce sujet des masculinités. Et donc, notre préconisation, c'est effectivement de réintroduire la mixité à tous les étages pour les garçons plutôt que pour les filles, hein, pour apprendre aux garçons et aux filles à vivre ensemble, notamment dans les loisirs, et puis également travailler avec les garçons sur d'autres modèles hein, que connaît depuis longtemps l'éducation populaire, c'est-à-dire faire chanter et danser les garçons, essayer d'éviter qu'ils soient prisonniers de cette injonction à 2 ou 3 activités qui circonscrit leur virilité hein, et permettent effectivement à tous les individus de choisir le plus possible de modèles différents. Donc cette question des garçons nous paraît absolument centrale, l'éducation des garçons nous paraît évidemment centrale dans cette question. Par contre, ce qu'on pourrait appeler le disempowerment, c'est-à-dire le désengagement des garçons des espaces publics, n'ira pas de soi. Je veux dire, quand on est propriétaire d'un espace, on ne le laisse pas. Enfin, donc il va bien falloir à un moment réguler, réglementer. Hein, c'est-à-dire il va falloir dire il y a un soir de la semaine où c'est pas mixte. De même que je pense que le désengagement des hommes de la rue, hein, et notamment la question du harcèlement de rue, ne se traduira pas, ne peut pas se résoudre que par la pédagogie. Il faut des incitations et des règles, hein, et c'est pour ça que pour ma part, je serais assez favorable à la verbalisation du harcèlement de rue. C'est-à-dire qu'à un moment, une fois que si la personne sait que c'est pas bien et qu'en plus c'est verbalisé, hein, je veux dire, eh bien, c'est ça qui peut faire règle. Et je n'ai pas beaucoup de confiance hein, dans le groupe des garçons hein, pour pouvoir s'autodiscipliner tout seul. Hein. Bien sûr, il y a des questions d'éducation. Et puis après, il y a des règles qui doivent être énoncées. Hein, défense d'harceler, ça me paraît une bonne chose à afficher dans la ville. Et du coup, là, ça fait partie aussi de cet aspect de régulation. Et de ce point de vue, je suis peut-être un petit peu plus sanctionneur que certains de mes collègues qui voient plutôt une atteinte aux libertés, etc. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. En tout cas, sur ce travail de la fabrique des garçons, on a vraiment travaillé collectivement sur d'autres modèles masculins et sur des façons d'en finir avec cette fabrique des garçons. Voilà. Moi, j'ai une question. Votre exposé m'a beaucoup parlé, j'ai trouvé très intéressant. Mais étant écologiste, je voulais quand même dire que la question de la voiture qui pose problème aux femmes, moi, ça me pose un problème parce que je comprends bien le raisonnement. Je veux dire que ça fait plus de 10 ans qu'on a vendu la voiture, j'ai eu 4 enfants, j'ai toujours fait sans voiture et ça ne m'a pas posé de problème. Alors voilà, c'est juste une petite interrogation que soulève votre exposé. Et puis j'avais une autre réflexion, parce que comme je suis pédopsychiatre et que je travaille avec des enfants qui ont des troubles neurodéveloppementaux, entre autres, donc des traits autistiques, des troubles hyperactifs, troubles de l'attention, etc., je me rends compte qu'il y a quand même quelque part une injustice dans le fait que les garçons sont beaucoup plus diagnostiqués que les filles, parce que les garçons ont plus des troubles externalisants, ils manifestent plus, ils agissent plus, ils ont des problèmes de comportement plus que les filles, et ça ne veut pas dire que les filles n'ont pas de troubles. Et le syndrome d'Asperger, qui est réputé comme étant 9 garçons pour une fille, à mon avis, c'est complètement faux, et on passe à côté de beaucoup de diagnostics chez les filles. Donc il y a tout un travail à faire. Et je ne pense pas qu'il s'agit d'un problème de sexisme, je pense qu'il s'agit d'un problème de non-reconnaissance, parce que c'est moins visible aussi. Mais il y a un travail à faire là autour. Donc ce n'est pas pour faire l'avocat du diable, le diable étant l'homme, c'est plus pour dire, au-delà du sexisme, il y a aussi le fait que ces garçons à l'école, ils sont des fois tellement insupportables que pour que les enseignants et tout le monde supportent, il faut les faire sortir, les faire bouger. Donc on met plus d'argent aussi pour le bien-être de la collectivité. Alors sur la première question, de toute manière, c'est pas parce qu'on est pour le vélo, la ville propre, etc., qu'on ne peut pas se poser des questions. Vous voyez, c'est souvent et ces questions sur l'égalité. Au contraire, il faut qu'il y ait une égalité d'accès à la pratique du vélo ou de la marche à pied en ville. Donc c'est le sujet de notre recherche. Hein, c'est pas un plaidoyer pour la voiture. En même temps, on encourage le covoiturage. Et du coup, j'essaye de faire admettre aux collectivités que je rencontre qu'accompagner des enfants, c'est du covoiturage. Mais ils disent, mais non, c'est pas du covoiturage. Pour eux, le covoiturage, c'est 4 personnes, en général des messieurs, qui
économisent la voiture en allant de l'extérieur au centre-ville. Et dire qu'accompagner les enfants, c'est du covoiturage, c'est une dimension, il y a une dimension écologique, vous voyez. Ensuite, sur l'écologie, elle a bon dos, l'écologie. C'est-à-dire qu'on ferme la lumière pour faire des économies à minuit. Hein, donc, la ville devient de plus en plus craignos. Puis, on continue à éclairer avec je ne sais pas combien de milliers de watts des stades de sport hein, ou des lieux de... Voilà. Donc là, effectivement, la question du genre, elle est importante. C'est-à-dire les choix qui sont faits. Et je crois que là, diviser écologie et féminisme est une manœuvre classique de diversion ou de division du patriarcat. Alors qu'effectivement, on peut se référer aux thèses écoféministes et aux travaux concrets qui ont été menés pour montrer que ce sont les femmes qui sont le plus sensibles aux économies d'énergie, que ce sont elles qui gèrent l'eau, les déchets la plupart du temps. Et donc, quelque part, s'appuyer pour l'écologie sur les femmes, c'est pas s'appuyer que sur la moitié de la population, mais sur la moitié de la population qui s'occupe aussi des enfants, des personnes âgées et des autres. Donc là, de ce point de vue-là, je crois qu'il faut oser voir les bonnes pratiques de la ville durable, et notamment les pratiques écologiques à l'aune du genre, pour voir ce qu'on peut en tirer. C'est pas mon sujet, genre et santé, mais ce que vous dites est tout à fait vrai. Hein, on le sait, les personnes qui travaillent sur genre et santé montrent que l'infarctus du myocarde, finalement, on se rend compte que toutes les maladies cardiovasculaires sont travaillées surtout sur des sujets masculins et pas sur les sujets féminins. Ça va même jusqu'aux expériences de laboratoire. On utilise des souris mâles pour les expériences sur le cancer. Je veux dire qu'il y a toute une transversalité des expériences qui sont faites qui caractérisent le féminin et le masculin et dans lequel on admet d'une façon... on ne travaille pas ces questions de genre à travers des maladies que vous décrivez. Hein. Quant effectivement aux problèmes d'hyperactivité et à leur traitement, ou bien aux problèmes d'idotisme, hein, qui ont des formes très très variées, on voit bien aussi que le garçon agité, hein, qui est la figure de l'école maternelle et primaire, et qu'on va diagnostiquer hyperactif ou bien d'autres troubles, eh bien un garçon qui a une conduite parfaitement sociale, hein, c'est ce que montre Sylvie Héral dans son livre, puisque la sanction, l'indiscipline, eh bien c'est aussi une construction du masculin. Ne pas répondre aux consignes, c'est aussi une injonction. Hein, c'est-à-dire que les garçons doivent, à la fois on leur dit il faut que tu sois sage en classe, mais en même temps, s'ils sont pas un peu rebelles et turbulents, eh bien on va les considérer comme des filles. Et donc on voit bien comment ces pathologies sont sociales. Hein, là, à l'autre bout de la chaîne, on voit bien pour les violences masculines hein, que ce sont pas des comportements... ce sont des comportements qui sont extrêmement sociaux, hein, enfin qui correspondent, qui sont des maladies sociales et non pas des maladies individuelles. Donc là, effectivement, que ce soit dans la santé ou dans la psychiatrie, les études de genre me paraissent absolument nécessaires et il faut les prendre avec rigueur, c'est-à-dire ne pas avoir de préjugés pour interroger toutes les choses à partir de ces questions des études de genre. C'est souvent des ouvertures lumineuse, oui. Moi, j'aimerais bien savoir, hein, énigme sociologique, pourquoi 80% des enfants sous Ritaline sont des garçons. Voilà, donc, est-ce que c'est une maladie ou est-ce que c'est un symptôme social? Donc ça, mais personne, pour l'instant, il n'y a pas eu de colloque sur ce sujet, où il n'y a pas très peu de recherche. Sur le cancer, de plus en plus, genre et santé, il y a des très belles choses qui sont en train de se faire. Peut-être juste citer le livre de la collection Égal de nos collègues Catherine Vidal et Muriel Salle, qui s'appelle Femmes et santé, une affaire d'homme. Tout à fait. Parce que il est sorti il n'y a pas très longtemps et je pense qu'il donne pas mal de pistes sur cette question justement de l'impensé du genre comme question externe. Alors, moi j'avais encore une petite question par rapport à l'investissement du masculin dans l'espace public, qui est aussi un espace de compétition puis de mise en scène de la masculinité. Hein. On rivalise beaucoup dans l'espace public, puis on a un public qui est là pour valider puis valoriser et établir une hiérarchie des masculinités. Ça, c'est quelque chose qui est assez nécessaire dans la construction de la masculinité. J'avais envie de vous entendre sur l'espace domestique, qui est normalement un espace qui symboliquement est réservé aux femmes. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi quelque chose à faire pour que cet espace soit aussi investi par les hommes? Oui, alors, moi, je peux pas trop répondre à ça. Enfin, je veux dire, bien sûr, oui, non, mais je crois que ça fait partie de ce qui est dit en général. Donc, par contre, des actions sont menées, elles sont encore timides, mais des actions pour encourager les congés paternels, parentaux de l'un et de l'autre. Il y a aussi bien toute cette formation dans certaines grandes entreprises qui ont signé un pacte pour l'égalité, d'accepter les temps partiels le mercredi pour les hommes, etc. Donc, il y a quand même des incitations qui peuvent être importantes de ce point de vue-là, en dehors des changements de mœurs, qui vont sur
le fait de vendre les coûts et avantages, hein, de rester un petit peu plus au foyer. Moi, j'ai l'impression que c'est des choses qui peuvent bouger. Mais là encore, il faudrait aussi penser... oui, c'est ça qui peut effectivement créer cette continuité entre l'espace public et l'espace privé, hein. Et du coup, l'exemple qui me vient à l'esprit, c'est la continuité des violences. C'est-à-dire qu'on a dit souvent longtemps que le danger des violences, c'était pas l'espace public, mais c'était l'espace privé, hein, et que les viols et meurtres conjugaux se passaient à l'intérieur, ou bien que les viols se passaient avec des gens qui étaient connus. Mais c'est parce que longtemps, on a passé sous tabou, effectivement, les violences de l'espace public, hein, et notamment les micro-violences. Et il est certain que si l'espace public est hostile, hein, et repoussant, eh bien, les femmes ou les personnes qui sont dans des rapports de domination, eh bien, se retrouvent encore plus enfermés dans l'espace domestique. Donc il y a effectivement une logique d'alliance entre ce que Nicole Claude Mathieu appelle le viriarcat, hein, puis la construction patriarcale de la ville, qui fait que si l'espace public fait peur, hein, s'il n'y a pas d'accueil, si une femme par exemple qui est victime de violence trouve personne où se réfugier, se retrouve dans une rue hostile où personne ne l'accueillera, eh bien il y a une continuité, il y a une logique de l'enfermement des femmes. Voilà. Et je pense que de ce point de vue-là, eh bien c'est cette porosité, hein, plus l'espace public sera accueillant pour tous, pour les femmes donc pour tous, et plus effectivement je pense que par ricochet, on doit pouvoir avoir un partage des tâches. Et notamment, si les filles sont incitées dès leur plus jeune âge à jouer autant que les garçons, à aller faire du sport, à sortir, voilà, et bien à partir de ce moment-là, quand elles auront eu cet apprentissage, hein, de ce loisir, hein, c'est ça qui est dramatique dans les chiffres qu'on annonce, eh bien il faudra bien qu'il y ait quelqu'un qui garde les enfants quand elles font leur basket ou quand elles vont faire la danse, je veux dire, hein, ouais. Donc vous voyez, c'est ces niveaux-là qui peuvent changer la sphère domestique. Et dans les entretiens qu'on a fait sur le sport, on voit bien un certain nombre de témoignages en disant on a mis les points dès le début avec mon mari, donc le mardi c'est mon jour, le jeudi c'est le sien, et on voit bien qu'il y a des négociations qui se passent à l'intérieur des familles à partir du moment où les femmes ont cette sécurité et cet encouragement à participer à des activités et pas seulement des activités professionnelles, hein, des activités de la vie quotidienne. Voilà, merci beaucoup pour ce nouvel éclairage.